Vous connaissez certainement la somptueuse ville de Charleroi, en Belgique. Ah bah si, elle a été élue la ville la plus moche du monde en 2008. Quelle fierté pour notre plat pays. Concentrons-nous plus précisément sur le centre-ville de Charleroi, à 2 pas de la ville basse. Le quartier de la ville basse est connu entre autres pour sa facilité à y trouver de la compagnie charnelle, si vous voyez ce que je veux dire, à même les rues. Bien que cette partie de la ville ait été un tant soit peu redynamisée par l'apparition d'un centre commercial il y a quelques années, les parents n'ont de cesse de répéter à leurs ados que c'est une très mauvaise idée d'y traîner tard le soir. Il faut admettre qu'effectivement, même à l'heure actuelle, ce quartier écope d'une réputation peu reluisante. Et l'affaire que nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui est l'un des exemples qui confirme, à juste titre, la triste réputation de ce quartier. Revenons quelques années en arrière, plus précisément le 12 novembre 2006 à 22h45. Alicia Allemersch, une jeune maman de 20 ans, quitte son domicile situé à la rue Bosquéville. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous vous en doutez, elle ne rentrera pas à la maison auprès de son compagnon Judy Gaël et de sa fille Jenna, âgée de 9 mois au moment des faits. Pourtant, elle allait simplement au night shop du coin pour acheter du pain. Une mauvaise rencontre sur son chemin ou une disparition volontaire? Nombreuses sont les hypothèses. Pour démêler le vrai du faux, revenons plus profondément sur cette affaire qui a dérouté la région du Hainaut. Alicia a 20 ans. Elle est en couple avec Judy Gaël. Il y a 9 mois, le couple a vu naître leur fille, Jenna. Et aujourd'hui, la petite famille a passé une journée des plus agréables. Après avoir profité d'une sortie aux arts ménagers, un événement qui se déroule à une quinzaine de minutes de marche seulement du domicile du couple, ils rentrent chez eux. Et s'ensuit une soirée on ne peut plus banale. Après que leur fille se soit endormie, le couple décide de regarder un film, puis partage un moment de tendresse. Judy Gaël finit par s'endormir dans le canapé. Alicia, toujours réveillée, se rend compte qu'il n'y a plus de pain pour le lendemain. Elle décide alors de se rendre à une épicerie située dans le quartier de la ville basse pour en acheter un. Avant de partir, elle écrit un petit mot à son compagnon et elle le laisse sur la table. Bébé, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de pain pour toi aller travailler et pour le déjeuner de Jenna. Donc, j'ai vite été en chercher car même Geoffrey n'en avait plus. A tout de suite, bisous, je t'aime. Ton bébé. PS, il est 22h45 quand je pars. Pour s'y rendre, elle emprunte un passage sous un pont du Ring, l'équivalent du périph', à la rue de Montigny. Cet endroit est glauque à souhait et connu seulement des habitués. En pleine nuit, il n'est pas éclairé du tout, mais il permet à Alicia d'écourter son trajet d'au moins 15 minutes. Après avoir traversé ce véritable coupe-gorge sans encombre, Alicia atteint le boulevard Thiroux. Elle se rend à la banque BNP Paribas, située au Triangle, un lieu-dit de la ville basse. Elle retire 40 € en liquide. Arrivée au premier magasin, il n'y a plus de pain. Alicia est alors contrainte de se rendre dans un deuxième night shop, situé au bout de la rue de Marchienne. Heureusement, là-bas, elle trouve du pain. Ouf, elle est soulagée. Son compagnon aura de quoi déjeuner demain au travail et sa fille aura de quoi petit déjeuner. Elle peut alors rentrer chez elle. Nous apprendrons un peu plus tard que lors de ce trajet, Alicia était au téléphone avec son amant, François Noël. Elle poursuit son trajet retour en se dirigeant vers la place verte. Pour les connaisseurs, c'est là que se situe maintenant le fameux Rive Gauche, un centre commercial qui n'existait pas encore au moment des faits. À ce moment-là, il y avait déjà des magasins à cet endroit-là, mais c'était quand même un peu moins fréquenté, surtout la nuit, et ça ressemblait à ça. Il est 23h11, son pain dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle dit alors à son amant, qui est au bout du fil, « Attends Loulou ». Et c'est à ce moment précis qu'on perd définitivement toute trace d'Alicia. Judy Gaël se réveille vers 23h, soit une quinzaine de minutes seulement après son départ du domicile. Il attendra le retour d'Alicia, encore et encore, mais celui-ci n'arrivera jamais. Rongé par l'inquiétude, il finira donc par composer le 101, le numéro de la police belge, afin de signaler sa disparition. Se sentait suivi, attends Loulou.
Et puis plus rien, ça a coupé. Il a malheureusement fallu attendre 1 mois, dans le flou le plus total, pour que la justice de Charleroi prenne enfin le cas au sérieux. Mais au bout de ce délai insoutenable pour les proches d'Alicia, la police est forcée de constater que celle-ci n'a toujours pas donné le moindre signe de vie. Alors, un avis de disparition est partagé par la police fédérale. Il contient une description complète d'Alicia. 1,65 m, corpulence mince, cheveux blonds, yeux verts. Elle portait des lunettes, un jean bleu, un pull gris, une veste et des chaussures noires, ainsi qu'une écharpe rose et blanche. Mais bien qu'on puisse imaginer l'ampleur des recherches effectuées par la police de Charleroi, qui n'a d'ailleurs pas lésiné sur les moyens employés, aucune piste ne permet de retrouver la trace d'Alicia, ni de ses effets personnels. Le côté frustrant de cette affaire, c'est que malgré toutes les informations qu'on connaît sur les faits en eux-mêmes et sur la situation d'Alicia à ce moment-là, en ce qui concerne l'enquête et les recherches en elles-mêmes, les informations se font un peu plus rares. La police de Charleroi n'a jamais détaillé publiquement le déroulé de leurs investigations. Les seules infos qui ont été rendues publiques à ce sujet l'ont été par la presse ou par les proches de la victime. Globalement, on sait que ses proches ont été entendus, ses fréquentations et ses habitudes ont été scrupuleusement analysées, il y a eu des écoutes, des surveillances, plusieurs témoignages externes ont été reçus et que différentes pistes ont été exploitées puis rapidement abandonnées faute de preuves. En raison de la proximité des lieux avec les quais de la Sambre, les eaux ont également été draguées dans l'espoir de retrouver le corps d'Alicia, mais là encore, rien. Les faux espoirs se sont faits nombreux. Plusieurs fois, des témoins ont rapporté avoir aperçu Alicia après sa disparition. Les enquêteurs ont méthodiquement exploité ces témoignages, mais ils ont à chaque fois été guidés vers de fausses pistes qui les ont menés vers des fausses Alicia. Il s'agissait en fait à chaque fois de jeux de femmes qui lui ressemblaient énormément. La justice exclut la piste de la fugue assez rapidement. Non seulement parce qu'en partant de chez elle, Alicia n'a rien pris avec, pas de vêtements de rechange et même pas sa carte d'identité. Par contre, j'avoue que le fait qu'elle soit passée à la banque retirer 40 € alors qu'elle voulait juste acheter un pain, ça me fait un peu tiquer, mais c'est un avis purement personnel. Et puis, ça explique rien en soi. À l'époque, on n'avait pas toutes les applications bancaires pour se faire des virements super rapidement. Donc encore plus que maintenant, la plupart des gens préféraient avoir du cash sur eux sans vraiment avoir de raison valable. Il m'arrive aussi parfois d'aller retirer de telles sommes à la banque et c'est pas pour autant que j'ai prévu de fuguer, hein. Mais bon, tout ça pour dire qu'il me semblerait peut-être pertinent de chercher à comprendre le pourquoi du comment elle a décidé de retirer de l'argent à ce moment précis. Mais d'autre part aussi parce que lors de l'appel téléphonique avec son amant, celui-ci déclare qu'elle était tout à fait normale, voire même joviale. Elle n'a pas laissé paraître la moindre envie de disparaître, ni la moindre pensée suicidaire, ni même le moindre stress. D'ailleurs, cet appel téléphonique, parlons-en. Revenons-en à celui qui, logiquement, pourrait éclaircir un peu plus nos doutes, son amant. Vous vous dites sûrement qu'il était au téléphone avec Alicia au moment de sa disparition, donc il doit forcément savoir quelque chose. Et c'est ce que les enquêteurs se disent aussi. François Noël leur explique alors qu'il fréquente Alicia depuis quelques mois. Elle envisageait même de quitter Judy Gaël, son compagnon actuel, pour lui, car celui-ci était violent. Mais le témoignage de François n'apporte rien de concluant et reste toujours le même. Il était au téléphone avec Alicia. La conversation était on ne peut plus normale, jusqu'à ce qu'Alicia lui dise « Attends loulou » et que la communication s'arrête. Rien de plus. Il sera soumis au détecteur de mensonges et réussira le test. Alors, il n'est pas inquiété. Par ailleurs, la police de Charleroi a tenté de tracer le téléphone d'Alicia. Ils ont pu confirmer que suite à l'interruption de la communication avec François, le téléphone d'Alicia avait été très vite éteint, puis brièvement rallumé et à nouveau éteint. Et à partir de là, plus aucun signal. Et on ignore l'endroit précis où il a émis le dernier signal. Et ça se comprend parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. En 2006, les smartphones comme on les connaît aujourd'hui, avec un service de localisation plutôt précis, on n'en parlait juste pas. Tout ce qu'on avait, c'était des téléphones à touche beaucoup plus minimalistes. À l'époque, on ne parlait pas d'applications et de forfaits 5G illimités. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était s'appeler, jouer à Snake, on mettait 10 minutes à écrire un SMS, et quand on n'avait plus de crédit, on s'envoyait des call me. Ah, une époque bien plus simple. Là, il y a deux écoles parmi vous. Ceux qui vont se sentir nostalgiques de cette époque et ceux qui se disent « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Bref, le téléphone d'Alicia était beaucoup plus simpliste que ce qu'on a tous entre les mains aujourd'hui. Les données mobiles existaient déjà, mais bien loin de ce qu'elles sont aujourd'hui.
Quand t'étais à ton prime, t'étais en edge. On suppose donc que les données n'ont soit rien donné d'exploitable, soit qu'elles n'ont pas été rendues publiques, car elles constituent un élément sensible de l'enquête. Mais vu qu'elle est encore au point mort aujourd'hui, je pencherais plutôt pour la première option. En ce qui concerne le père de Jenna, lui aussi est suspecté car il est décrit comme violent envers Alicia, selon plusieurs de ses proches, dont sa sœur Megan. Après la disparition de sa sœur, Megan a fréquenté Judy Gaël pendant 5 ans. Elle déclare au journal l'ADH qu'à l'époque de la disparition, il trompait Alicia avec elle alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle confirme qu'il est un homme violent et qu'il l'a battue comme il battait Alicia. Ce qui n'empêche que, selon elle, il n'a rien à voir dans la disparition. C'est ma conviction après avoir vécu 5 ans avec lui. Il est violent. Il me giflait, j'ai reçu des beignes, il m'a tiré par les cheveux, il m'a même brûlé il y a 15 jours sur la plaque de la cuisinière. Mais en dépit du mal que je pense de lui, non, Judy n'y est pour rien dans la disparition de ma sœur. En 5 ans de vie commune, l'homme n'a jamais changé de version sur le soir du 12 novembre 2006. L'après-midi, le couple a visité le salon des arts ménagers. Le soir, ils ont regardé un film d'horreur avant de partager une étreinte charnelle. Après l'amour, il s'est endormi tandis qu'Alicia s'est aperçue qu'il n'y avait plus de pain pour le lendemain et est partie au night shop pour en acheter. À son réveil sur les coups de 23 heures, il dit qu'il a pensé qu'Alicia s'était rendue chez François. Mais en ne la voyant pas revenir, il a fini par prévenir les autorités. Et Judy est comme nous tous, continue Megan. Il n'en sait pas plus. Elle ajoute que 10 jours à peine après la disparition d'Alicia, il fréquentait déjà quelqu'un d'autre. Il est également soumis au détecteur de mensonges, mais rien ne ressort. Lui non plus n'est pas inculpé, puisqu'il a un alibi. Il était à son domicile, avec Jenna. En finalité, toutes ces infos restent malheureusement peu concluantes. Le fin mot de cette histoire est qu'aucune preuve publique ne permet de dire avec certitude si elle a été victime d'un homicide, d'un enlèvement, ou si tout ceci était une disparition volontaire, savamment orchestrée. Qui était Alicia selon ses proches? Selon son père, Marcel Hallemersch, Alicia est une jeune femme qui n'a peur de rien, ou qui, comme il le dit lui-même, est effrontée et trop franche. On aurait dit que rien ne pouvait l'effrayer. Elle avait certainement un côté un peu inconscient. Je lui ai toujours dit qu'elle était trop franche et que cela lui causerait des ennuis. Lors d'une conversation entretenue entre Marcel, un journaliste, et Aurélie, l'une des sœurs d'Alicia, cette dernière dit que sa sœur est du genre à foncer sans trop réfléchir. Si quelqu'un l'embête, elle l'envoie promener. Parfois trop directement. Et en même temps, elle fait trop confiance aux gens, elle est un peu naïve. Si une voiture s'est arrêtée à sa hauteur pour lui demander son chemin, elle est capable d'être montée à bord pour montrer le chemin. Selon Stéphanie, sa belle-mère et compagne de Marcel, Alicia était une fille impulsive. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Alicia ne se méfie de personne, elle a trop confiance. L'une des anciennes professeurs d'Alicia a elle aussi témoigné dans la presse. Laurence Gonze commence sa carrière en septembre 1992. Parmi les élèves de sa première classe, à l'école Kobo, on peut trouver Alicia, alors âgée de 6 ans. Le 13 novembre 2006, Aurélie accourt chez mademoiselle Gonze pour lui dire, complètement affolée, que sa sœur a été enlevée la veille. 14 ans après l'avoir eue comme élève, mademoiselle Gonze garde un souvenir limpide d'Alicia. Elle la décrit comme un petit chien sauvage, à la fois très sociable, mais aussi terriblement méfiante. Alicia ne serait jamais montée dans la voiture d'un inconnu. Si un homme avait cherché à l'attirer, elle n'aurait pas eu sa langue dans sa poche. Elle aurait été capable de répondre « T'as un problème, toi ? Descends qu'on règle ça », ce qui contredit subtilement le profil décrit par son père et sa sœur. Mais au final, chacun d'entre nous est libre de croire la version qu'il veut. L'institutrice décrit Alicia comme une enfant qui fait face, avec un lourd sens des responsabilités. Amusée, elle explique qu'à l'époque, du haut de ses 6 ans, Alicia avait prétendu avoir conduit la voiture de son père pour déposer sa petite sœur à l'école, tandis que sa mère était en train d'accoucher et que son père était avec elle à la maternité. J'ai compris que c'était la façon d'Alicia d'agir en tant que responsable. Papa ne pouvait pas les déposer à l'école, c'était donc à elle de le faire. Alicia et son institutrice ne s'étaient jamais totalement perdues de vue. On peut même dire qu'elles ont fini par se lier d'amitié, en quelque sorte. En fin d'année 2005, Alicia annonce fièrement à Laurence qu'elle est enceinte.
Lorsqu'elle donne naissance à Jenna, le 14 février 2006, Mademoiselle Gonze évoque un lourd sentiment de fierté chez Alicia. Alors, selon elle, ce bébé est un argument qui, à lui seul, exclut totalement la piste de la disparition volontaire. Elle termine en disant que, tout comme les parents et les sœurs d'Alicia, elle continuera de garder espoir tant que son corps ne sera pas retrouvé. Déjà gamine, elle était forte. Si elle est retenue, sa force fait qu'elle est toujours avec nous, mais qu'elle ne sait pas nous joindre. Sa fille, Jenna, a bien grandi et est aujourd'hui devenue une adulte qui a réussi à se construire malgré l'immense vide laissé par l'absence de sa mère. Elle et son père, Judy Gaël, ont témoigné plusieurs fois dans la presse et au micro de RTL, dans l'espoir de faire bouger les choses. Je fais cet appel à témoins pour savoir si quelqu'un aurait entendu, vu quelque chose. Essayer de trouver des réponses à nos questions, car ma fille vit depuis 13 ans sans maman. Cela n'est pas facile. J'ai toujours un peu d'espoir, mais c'est pas facile. J'aimerais qu'elle revienne et qu'elle vienne toquer à la porte et que je puisse aller dans ses bras. Bah, maman, si tu m'entends, tu me manques et je t'aime. J'aimerais que tu reviennes. Ce témoignage date d'il y a 6 ans. Aujourd'hui, Jenna a 20 ans, l'âge qu'avait sa maman lorsqu'elle a disparu. 20 années de vie qu'elle a passées dans le doute, la tête remplie de questions et hantée par le manque de sa maman. Celui ou celle qui s'en est pris à sa maman lui a par extension volé son enfance et son innocence. Elle a de nouveau témoigné en septembre 2024. Malgré les années qui sont passées, elle n'arrive toujours pas à comprendre. Elle aussi exclut une disparition volontaire. Il y en a qui pensent que c'est quelqu'un qu'elle connaît, il y en a qui pensent que c'est quelqu'un qu'elle connaît pas. Mais comme on n'a rien entendu au téléphone, nous on pense que c'est quelqu'un qui l'a accosté directement. Après 18 ans, ça reste toujours les mêmes questions qu'on se pose, ça fait 18 ans qu'on attend, on pleure, on attend, on ne sait rien faire d'autre malheureusement, on a beau chercher. Ça change rien au fait qu'on n'a toujours pas de nouvelles, qu'il n'y a personne qui veut parler, au fait que l'enquête n'avance plus sans indice. Pour Jenna, la disparition de sa mère ne peut pas se résoudre à sa mort. Tant que je n'ai pas de preuve qu'elle est décédée, qu'elle n'est plus là, je ne dirai pas qu'elle est décédée. Si elle l'est, j'espère le découvrir. La fille d'Alicia s'est aujourd'hui constituée partie civile afin d'avoir accès au dossier judiciaire, en espérant peut-être trouver des réponses elle-même. Déjà en 2020, du haut de ses 14 ans, la jeune femme disait mener sa propre enquête. J'essaie de mener ma propre enquête pour essayer de trouver plus d'informations, une piste qui me permette d'aller jusqu'à la personne qui l'a enlevée. Quant aux parents d'Alicia, Rita Claus et Marcella Lemerche, ils sont aujourd'hui malheureusement décédés sans savoir ce qui a bien pu arriver à leur fille. Mais pendant des années, ils n'ont cessé de se battre pour obtenir des réponses. Sa mère a aussi témoigné au micro de RTL et a tenté de relancer l'enquête à de nombreuses reprises. L'une de ses sœurs, Aurélie, dit qu'elle exclut elle aussi l'hypothèse de la fugue. Si elle était partie de sa propre volonté, elle m'aurait prévenue. J'en suis certaine, elle m'aurait appelée. On s'entendait trop bien pour qu'elle puisse me laisser comme ça. Elle aimait aussi trop sa fille pour l'abandonner de cette manière. Ce qui est arrivé à Alicia est forcément grave. Si des gens la retiennent, qu'ils la libèrent. Je m'en fous qu'il soit puni ou pas. Je veux juste revoir ma sœur, vous comprenez ? Tout récemment, l'affaire a été une nouvelle fois bousculée par une info qui n'avait jamais été divulguée publiquement jusqu'ici. Un ami d'Alicia, Geoffrey R., ne l'avait pas avoué au moment des faits, mais en novembre 2025, la presse dévoile qu'en 2010, soit 4 ans après les faits, il a finalement confié qu'Alicia était venue sonner à sa porte ce soir-là vers 22h, soit 1 heure avant de disparaître. Elle m'a dit qu'elle allait chercher du pain, qu'elle devait ensuite aller retirer de l'argent et qu'après elle repasserait chez moi. Elle ne m'a pas dit la raison pour laquelle elle repasserait chez moi, mais le fait est que je ne l'ai plus jamais revue. Une déclaration qui fait sens si l'on se rappelle le contenu du mot laissé par Alicia à l'attention de Judy Gaël. Je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de pain, donc j'ai vite été en chercher, car même Geoffrey n'en avait plus. Il semble donc logique d'expliquer sa visite chez son amie par la simple et bonne raison qu'elle voulait savoir s'il pouvait la dépanner de quelques tartines de pain, sans quoi elle irait au magasin. Mais Geoffrey avait pourtant déclaré à l'époque ne pas avoir vu Alicia le soir de sa disparition. Alors, une question se pose. Pourquoi avoir caché la vérité à l'époque ? Ce changement de version
seulement 4 ans après les faits, a semblé interpeller les enquêteurs. Entre autres parce que lui et Alicia auraient prétendument entretenu des relations intimes. Cette info est à prendre avec des pincettes parce que c'est juste la presse qui le dit. Mais aussi parce que son profil a tout du coupable parfait. Qualifié comme marginal selon RTL, l'homme consommait régulièrement des stupéfiants. Plus tard, l'un de ses voisins avait même témoigné en dressant un procès-verbal le 1er mars 2021. J'ai assisté à de nombreuses scènes de violence lors desquelles Geoffrey cognait sur sa copine. Il frappait comme dans une bagarre entre hommes, et j'étais sidérée qu'on puisse frapper une femme comme ça. Il est également arrivé qu'il se batte sur le palier et que Geoffrey traîne sa copine dans les escaliers. L'homme a également fait de la prison pour vol avec effraction avant les faits. Et son domicile se situe à seulement 4 minutes de marche de l'endroit où Alicia a disparu. Néanmoins, aucun indice ne permet d'incriminer Geoffrey R. Il a été soumis au détecteur de mensonges et reste encore aujourd'hui présumé innocent. Parallèlement, la famille a demandé à ce que le dossier soit réexaminé avec les moyens scientifiques actuels. Selon Olivier Dupont, l'avocat de Jenna, il semblerait pertinent de réévaluer certains éléments, notamment à l'aide de certaines techniques d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait apporter de plus ? Toujours selon l'avocat, Olivier Dupont, le dossier contient des pistes intéressantes pouvant être analysées par l'IA, comme des indices et des témoignages, comme celui de Geoffrey R. J'ai demandé 2 choses. D'une part, qu'on analyse le dossier en sa composante interne, donc quels sont les éléments à charge ou à décharge des uns et des autres, mais également sa composante externe, c'est-à-dire de rechercher parmi toutes les sources documentaires disponibles si ce dossier peut être rapproché de faits connus ou qui s'en rapprochent. Concrètement, l'IA offre aux acteurs de la justice un gain de temps précieux en analysant et organisant les données, mais aussi en étant capable de repérer d'éventuelles contradictions. Elle permet de comparer les scénarios, remettre les éléments dans l'ordre chronologique, ou encore de remettre au premier plan des pistes négligées, et bien plus encore. Le barreau de Bruxelles a récemment mis à la disposition de ses avocats une intelligence artificielle sécurisée, avec un serveur interne permettant de préserver la confidentialité des données. Mais qui dit serveur interne, dit que les sources viennent uniquement des dossiers qu'ils y ont injectés eux-mêmes. Et ce dispositif représente un coût non négligeable. Avoir leur propre serveur implique aussi d'avoir leurs propres informaticiens pour en gérer la maintenance et les accès en permanence. Le 12 janvier 2026, le ministère public a catégoriquement refusé cette idée pour 2 raisons. Premièrement, car selon la Chambre des mises en accusation de Mons, solliciter un logiciel d'intelligence artificielle pour aider à résoudre un fait criminel, incertain sur la base d'éléments d'un dossier qui ne contient peut-être, voire certainement pas la réponse à la question, présente un risque trop important de mener à une fausse piste, voire à une hallucination. Et deuxièmement, pour la simple et bonne raison que l'utilisation d'une IA pourrait compromettre la confidentialité des éléments du dossier. Les données dont nous disposons, si elles sont mises à disposition d'un hébergeur qui ne serait pas, lui, sécurisé, donc en système fermé, il est tout à fait possible que ces données-là partent à l'extérieur entre des mains de personnes qui ne sont absolument pas impliquées dans le dossier et qui n'ont pas le droit d'avoir accès au dossier. Pourtant, des intelligences artificielles dont les serveurs ne sont pas sécurisés ont déjà été utilisées dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Face à ce refus, une nouvelle fois, la famille se heurte à un mur et fait face à une énorme frustration. Près de 20 ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas conclue. Le dossier est toujours ouvert et les enquêteurs considèrent que toute nouvelle information pourrait encore faire avancer les choses. La police fédérale maintient l'avis de recherche officiel, mais le parquet de Charleroi, lui, affirme l'absence de toute avancée significative dans les investigations. En novembre 2026, cela fera précisément 20 ans. 20 ans de questions auxquelles aucune piste, aucune enquête n'a jamais pu répondre. 20 années pendant lesquelles une famille est restée suspendue entre l'espoir et l'absence. Mais aussi et surtout, 20 années durant lesquelles des parents ont fini par s'envoler sans savoir ce qui était arrivé à leur fille, et une enfant a dû se construire sans sa maman. Les disparitions comme celle d'Alicia ne volent pas seulement une personne. Elles volent aussi la certitude
de tous ceux qui restent. Dans les affaires criminelles, le temps finit par atténuer l'engouement de l'opinion publique et par effacer les traces. Mais il y a une chose qu'il n'efface jamais, l'attente. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'est devenu une personne qu'on aime, il n'y a pas de deuil possible. Il n'y a pas de point final. Seulement des hypothèses, des regrets et des anniversaires qui continuent de passer. Aujourd'hui, Jenna a l'âge que sa maman avait lorsqu'elle a disparu. 2 vies qui se sont croisées au même âge, mais qui n'auront jamais eu l'occasion de se connaître. Quelqu'un, quelque part, sait forcément ce qu'il est arrivé à Alicia Hallemersch. Peut-être qu'il s'agit d'un détail qui semble insignifiant. Peut-être un souvenir que le temps a presque effacé. Ou peut-être d'un secret porté depuis bientôt 20 ans. Mais tant que ce quelqu'un gardera le silence, une fille continuera d'attendre des réponses. Et une maman de 20 ans restera figée, pour toujours, dans la nuit du 12 novembre 2006. Si vous détenez la moindre information concernant la disparition d'Alicia Hallemersch, la police fédérale de Charleroi vous invite à lui transmettre via le formulaire que vous trouverez en description ou via le numéro gratuit 0800 30 300. Et voilà, moi j'en ai fini avec l'histoire d'un des plus vieux cold cases de Belgique. J'espère que ça vous a plu. Pour les choses qui m'interpellent, moi, comme j'ai dit, il y a le fait qu'elle soit passée à la banque. Alors oui, effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas les applications bancaires. Les gens préfèrent avoir du cash sur eux. Mais je veux dire, est-ce qu'elle avait absolument besoin d'y aller à ce moment-là, le soir, à 23h? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu dans cette histoire. Et aussi le fait que sur le mot qu'elle a laissé à Judy Gaël, elle a précisé l'heure à laquelle elle partait. Alors oui, après, à l'époque, on n'avait pas la localisation, donc oui, on se prévenait comme ça. Mais je me dis que c'est comme si, au fond, elle savait qu'il allait se passer quelque chose. Aussi, si on revient sur les témoignages du fameux Geoffrey R., il dit qu'Alicia est passée la voir à 22h. Donc ça voudrait dire qu'Alicia est sortie une première fois, est allée chez lui, il n'avait pas de pain, donc elle est rentrée chez elle, a écrit un mot à Judy Gaël pour le prévenir qu'elle allait chercher du pain, et là elle est partie rechercher du pain. Parce que sur le mot, elle a bien dit « il est 22h45 quand je pars ». Mais si elle était chez Geoffrey à 22h... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui concorde pas en fait. Au vu des avancées récentes, j'espère que la justice reviendra sur son refus d'analyser le dossier avec une intelligence artificielle. Mais c'est un sujet que je ne maîtrise pas de fou parce que je ne savais même pas en fait qu'on utilisait des intelligences artificielles dans le cadre judiciaire. Je l'ai appris en faisant mes recherches pour cette vidéo. Mais j'espère naïvement que ça pourrait peut-être porter ses fruits. Si ce format vous a plu, j'en ai fait une quelque peu similaire il y a 2 semaines d'ici. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le cas de Virginie Denis, qui est un autre cas de cold case assez intéressant qui a eu lieu en Belgique aussi. Donc bien qu'elle soit beaucoup moins complète, il y avait beaucoup moins d'informations que pour cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez y jeter un coup d'œil. Et est-ce que vous avez pensé à mettre le petit like, à vous abonner et à activer la cloche? Je pense pas. Du coup, c'est pour ça que je vous le rappelle. N'hésitez pas non plus à discuter du sujet de la vidéo en commentaire, échanger entre vous, parfois c'est pertinent. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires qui font froid dans le dos. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!